Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Villemorin? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une compagnie, je ne la connais pas, cette compagnie-ci, on me l'a proposée également. On va essayer de déterminer si le prix actuel qui est de 45,70 € pourrait représenter une opportunité d'investissement. Alors, nous voyons ici la première chose, comme d'habitude, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, vous savez qu'on recherche toujours le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le nombre d'actions, le PER moyen, la dette nette et la qualité du dividende si dividende il y a. Après, on effectue la valorisation. Donc, le premier élément qu'on cherche ici, c'est la croissance du revenu. Enfin, c'est l'état de croissance du revenu. Est-ce qu'on a une entreprise qui est croissante? Est-ce qu'elle est mature ou bien elle est en décroissance? Donc, nous avons ici une compagnie qui est à peu près 1,590 milliard. D'accord. Vous voyez ici qu'on a une compagnie en pleine croissance. D'accord. Même si on a un creux, je pense que entre 2013 et 2014, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, de 2013 à 2014, il nous a fallu à peu près voilà, 2013-2014, donc à peu près 7 ans pour revenir au niveau de 2013, donc le niveau qu'on a connu ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ces niveaux? Donc, c'est ce qui m'intéresse quand je le vois comme ça ici, c'est la question que j'aimerais me poser parce que ça pourrait revenir. Est-ce qu'on a vendu un segment d'activité ou bien est-ce qu'on a eu une activité en berne? Est-ce que c'est cyclique? Donc, il y a beaucoup de questions qui me passent par la tête. Donc, il ne faut pas laisser ça sans réponse à ces niveaux-ci. Ici, sur les 10 dernières années à peu près, bon, si on met sur les 10 dernières années ou 5 dernières années, vous allez voir qu'on a une jolie croissance ici. Mais il faut prendre en considération qu'on a déjà eu à peu près ce même niveau de résultat précédemment. Donc, quand on regarde les revenus ici sur les 10 dernières années, qu'est-ce qu'on obtient? Nous avons 1% de croissance, 5 dernières années, nous avons à peu près 2% de croissance, 7 dernières années, nous avons à peu près 3% de croissance. Donc, la croissance ici, je mets entre parenthèses 0. C'est pas qu'il n'y a pas de croissance, mais vous savez ici que je préfère, c'est juste à titre d'information. Il y a une légère croissance pour cette compagnie-ci. D'accord? J'aurais pu mettre 2 ou 3% par là, mais vous voyez que le plus important ici, surtout au niveau de la croissance, c'est de lire les rapports financiers ou bien la stratégie d'entreprise pour savoir qu'est-ce que le management dit par rapport à cette croissance-là. Elle va venir d'où? Est-ce qu'elle sera par acquisition ou bien de manière organique? Mais ici, je sais qu'il y a une certaine croissance, je la mets de côté et de toutes les façons, je préfère acheter une compagnie qui a de la croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. D'accord? On va mettre ici, en termes de revenus, on a 1,590 milliard, donc 1,59. D'accord? Donc, est-ce qu'on attend à peu près un certain niveau de revenu cette année-ci? Donc, je vais mettre ici Villemorin. Villemorin. OK? Alors, qu'est-ce que je vais voir à peu près l'estimation ici des analystes? OK? En termes d'évaluation, à ce niveau-ci, quand je vais sur le logiciel, c'est juste pour voir, quand je vais au niveau d'évaluation, c'est juste pour voir combien est-ce qu'on est sur combien est-ce qu'il y a d'analyses sur le dossier présentement. Parce que plus on a d'analyses, plus les résultats auront tendance à être robustes. Ça reste des estimations ici, mais si on a une estimation pour 2 ou 3 analyses, c'est pas si solide que ça. D'accord? Donc, de toutes les façons, c'est toujours à prendre avec des pincettes. On a 4 analystes ici sur le sujet. Ils sont pas assez nombreux. Donc, on va le prendre. Donc, faites attention à ça, d'accord? On va se dire ici qu'en termes de revenus, le trimestre se termine l'année se termine généralement au mois de juin. Donc, elle a déjà publié ses résultats annuels. Donc, je pense qu'on s'attendait en 2022 à combien? En 2022, on s'attendait à 1,590 milliard. Donc, je mettrai ici 1,590 milliard. Mais en 2021, en 2023, on s'attend à peu près à 1,7 milliard. Maintenant, 1,7 milliard, pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à l'environnement économique? Donc, c'est-à-dire que si la macroéconomie reste bonne, on sera à peu près à 1,7 milliard. C'est la question que je me pose. Donc, ici, vous voyez qu'on prévoit à peu près en 2026 1,650 milliard. Donc, je vais mettre le 1,590 milliard qu'on a présentement en date d'aujourd'hui. OK? Donc, 1,590 milliard. Croissance de revenus, j'ai mis ici pas d'informations. D'accord? En termes de free cash flow, qu'est-ce qu'on a? OK. Donc, je vais comparer les deux. À ce niveau-ci, je peux comparer les free cash flow. Je cherche les marges ici pour essayer de retirer quelque chose qui pourrait aller dans la moyenne. Donc, je vais voir à peu près quelle est la tendance des marges ici. Nous avons net margin plus leverage, free cash flow. On met ça ici. Alors, en termes de net income, vous constatez qu'on a une certaine moyenne. On reste aux alentours des 5%. D'accord? Là, c'est la ligne en bleu. D'accord? On reste aux alentours de 5%. Je vais mettre ça ici en histogramme pour que ce soit plus facile, plus visible ici. Donc, on reste au niveau des 5%. Je prends chaud. Donc, on est ici 5% par là. 5%. Sur les dernières années, on est à peu près 5,69. Et quand on prend ici les free cash flow,
on a des free cash flow qui sont moins élevés que ça. Ça pose déjà des questions à savoir pourquoi est-ce que les free cash flow sont différents des net income. Est-ce qu'on investit massivement? C'est la question que je me pose. Parce que si je prends des net income, si je prends des free cash, des net income de 5%, alors que les free cash flow ne reflètent pas la véritable, alors que les net income ne reflètent pas la rentabilité de la compagnie, là, on aura des problèmes à long terme. Donc, je prendrai 5% ici, mais je vous explique une chose, il faut absolument aller comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là. Généralement, on vous l'explique dans les rapports financiers. Est-ce qu'on investit massivement ou ce genre de choses-là? Mais si on investit massivement, à un moment donné, ça devrait porter des fruits, donc à un moment donné, on devrait arrêter de le faire. Est-ce qu'on vend également à crédit? Voilà les choses qui pourraient impacter les free cash flow ici. So, quand je vais comparer ici au niveau comment on appelle encore ce logiciel-là, de Coifin, alors je mets free cash flow. Je compare les deux. D'accord. Donc, les free cash flow ont généralement tendance à aller dans le même sens que les net income. D'accord. Donc, si vous avez des free cash flow, si vous avez des net income de 100, vous devez avoir des free cash flow de 100. OK. Si vous avez des free cash flow moins élevés que les net income, posez-vous les bonnes questions. Si vous avez des free cash flow plus élevés que les net income, posez-vous également les bonnes questions. Alors, ici, on constate que voilà, vous voyez la différence entre les deux. Ici, c'est pour ça que sur le logiciel, je me pose la question à savoir, est-ce qu'au niveau de, ici en arrière, est-ce qu'on on a une grosse différence? Parce que là, on manque que les free cash flow, les net income sont de 90. Et ici, on manque que la moyenne ici des free cash flow est plus élevée que ça. So, on va laisser comme ça. Je vais prendre ici le net income pour faire simple. OK? Je prendrai le net income ici et s'il le faut également, je pourrais aller voir ce que pensent les analystes à ce niveau-ci. On peut voir à peu près les free cash flow qui sont attendus. D'accord, ça nous donne également une idée générale de là où est-ce qu'on s'en va. Donc, pour le moment, on est à peu près à 5,5% par là. Et je vais voir à peu près, eux, ils planifient quelque chose à combien. Alors, oui, en termes de free cash flow, on s'en va vers voilà, quelque chose dans les 5,5% par là. Donc, je vais prendre les net income ici. Maintenant, je prends la moyenne à ce niveau-ci. Donc, on est à peu près 5,69 sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 5,69 également. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 5,52. Voilà, c'est moyenne. Hein. Donc, sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 5,67. Donc, je vais prendre 5,69. OK, on va mettre ça ici. 5,69. Maintenant, le nombre d'actions, qu'est-ce qu'on a comme nombre d'actions ici? Est-ce que nous avons une entreprise qui rachète ses actions ou bien qui émet de nouvelles actions tous les jours? Alors, nous avons à peu près une entreprise qui rachète ses actions ici. Quand on regarde sur les 20 dernières années, bon, ça ne change pas beaucoup, hein, 22,05 ici. On va mettre ici 22,05, 22,05. Parfait. Maintenant, en termes de PER, le marché paye combien pour ce genre de compagnie ici? Alors, quand je vois déjà ici, par rapport à ce qu'elle fait, on sera quelque chose dans les 17 fois les bénéfices par là, à peu près. Alors, de tête, je pense que c'est ce que ça pourrait donner. Donc, on va regarder ici la moyenne, d'accord? Sur les 12 derniers mois, on va prendre ici la médiane. On prend ça. Et vous voyez que sur les 20 dernières années, le marché paye à peu près 18 fois les bénéfices. Actuellement, on est à 11 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, il paye à peu près 18 fois les bénéfices également. Sur les 5 dernières années, il paye 15 fois les bénéfices. Et sur les 3 dernières années, il paye 14 fois les bénéfices. Je prendrai la moyenne qui est de 18 fois les bénéfices. OK? Donc, on pourra prendre ici 15, 17, 18. D'accord? Pour faire simple, 15, 17. D'accord? Et 18. Je vous ai déjà dit que le PER, c'est une moyenne. C'est un rendement. Donc, quand je prends un PER de 15, ça veut dire que je prends ce que l'entreprise, je m'attends à un rendement de 6,67% si on me distribue la totalité des net income en dividendes. OK? Donc, si vous allez acheter une entreprise qui a un PER de 40, ça veut dire que vous attendez à ce qu'on vous reverse 2,5% en termes de rendement, ce qui n'est pas exceptionnel. Donc, nous, généralement, on recherche quelque chose ici, une entreprise qui pourrait s'échanger voilà, au prix actuel avec un rendement des PER, avec un rendement des net income ou bien des free cash flow qui se situe aux alentours des 7 à 8% en montant, en considérant également une croissance des bénéfices en supplément. OK? Donc, 15, 17, 18, dette nette. Alors, pour la dette nette, j'ai regardé ici les rapports financiers de la compagnie. Donc, je suis venu ici. Donc, vu qu'ils ont publié des documents ici aux alentours du mois d'octobre, d'accord, la présentation aux investisseurs, c'était aux alentours du mois d'octobre 2022. Alors, ce que je fais généralement quand j'arrive sur ce genre de document, je fais, pour rechercher l'information directement, je fais CTRL F, d'accord, je fais CTRL F, je cherche dette, ok. On peut rechercher ici par nom, je regarde le nombre d'occurrences et je vais aller rechercher à peu près où est la bonne information. Enfin, l'information que je recherche est là. Dette financière nette, 901 millions, dont 321 millions en termes de trésorerie. Donc, je prends 901 millions en termes de dette nette ici. D'accord? Donc, à titre d'information, c'est 901. OK. Donc, maintenant,
En termes de qualité de dividende, on va y revenir. Est-ce que c'est une entreprise qui verse d'ailleurs un dividende ici? Ouais, 3,5%. On va y revenir en fin de vidéo. OK. J'ai le nécessaire pour faire l'évaluation. 1,590 multiplié par 0,0569, donc 5,69%. Ça fait ici 90,5. Donc je vais mettre ici 90,5. Je ne cherche pas à avoir précisément raison, mais le moins tôt possible. À 18 fois les bénéfices, qui est la moyenne du marché, la moyenne que le marché paye généralement pour ce genre de compagnie ici, ça fait 1,629 moins la dette nette qui est de 901 millions. D'accord? Ça donne ici 728 millions d'euros. Divisé par le nombre d'actions. Nous avons combien ici en nombre d'actions? Nous avons à peu près 22,5. Divisé par 22,05. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 33 euros. Ouais. Donc cette entreprise-ci aura une valorisation aux alentours des 33 euros à 18 fois les bénéfices. On sera à 33 euros. 33 euros, exactement. So, en prenant en considération tous les éléments qui sont présentement ici, cette compagnie-ci, en prenant en considération, si on prend également la dette, on pourra être aux alentours des 33 euros. Donc, je ne considère pas qu'on ait une opportunité d'investissement ici. Le marché paye certes 9,6 fois les bénéfices ici, mais on ne prend pas en considération la dette. Et tôt ou tard, la dette va compter ici. C'est-à-dire que voici une entreprise qui reverse, qui a à peu près 90,5 millions d'euros chaque année. D'accord? Si vous l'achetez au prix actuel, en prenant en considération la capitalisation boursière d'aujourd'hui, d'accord, 1 milliard et 50 millions, vous avez un rendement de 8,61%. Vous allez me dire, oui, c'est exactement ce qu'on recherche, vu que tu nous as dit qu'on cherche ici un rendement par rapport au free cash flow ou bien par rapport au net income de 8,61%. Mais ça, c'est sans prendre en considération la dette. OK? Ça nous donnerait, si l'entreprise venait à distribuer la totalité de ses dividendes, de ses net income ou bien de ses free cash flow ici, admettons que les free cash flow et les net income soient égaux, d'accord, ça nous donnerait à peu près un rendement de 8,61%, ce qui pourrait être intéressant au prix actuel. Donc le dividende ici en lui-même, il est safe parce que techniquement, la borne supérieure est à 8,61% sans croissance et on me distribue ici 3,5%. OK? Maintenant, quand on prend en considération, d'accord, la dette nette de cette compagnie-ci, aux alentours de 901 millions par là, donc ici, ça nous donne à peu près quelque chose comme la valeur d'entreprise va être située à peu près à 1 milliard 950 millions, d'accord, parce que quand on fait 1 ici, plus 1 milliard 50 plus 900 millions, ça donne ici 1 milliard 950 millions. Donc divisé ici par 1 milliard 950 millions, on obtient ici 4,64%. Donc, techniquement, si on prend en considération la dette, d'accord, cette entreprise-ci ne doit pas nous reverser plus que 4,64% en termes de dividendes. Ça, c'est le cap supérieur. Parce qu'en réalité, quand elle le fait même, d'accord, c'est vraiment la borne supérieure en termes de, pour le moment, vu la structure financière de cette compagnie. D'accord? Donc, le dividende, encore une fois, il est safe. Est-ce qu'elle a les moyens de pouvoir repayer sa dette ici? Donc, on constate ici que la dette nette sur EBITDA est de combien? Donc, dette, on va regarder ça ici. Et je rappelle que ce n'est pas avec l'EBITDA qu'on paye la dette. Hein. On paye la dette avec les free cash flow. Donc, quand vous voyez déjà que nous avons une compagnie qui n'a pas de free cash flow très, très stable, ici, les free cash flow ont tendance à être moins élevés que les net income. C'est déjà un petit bémol. Il faut déjà comprendre pourquoi. Donc, je pourrais également regarder le capital expenditure, donc le CAPEX, pour voir s'il a augmenté avec le temps. Donc, CAPEX en pourcentage des revenus, déjà, pour commencer. On va essayer de voir. Il a tendance à diminuer. OK, mais s'il a tendance à diminuer, pourquoi est-ce que les net income sont toujours aussi par rapport à ce que j'ai vu ici, pourquoi les net income sont moins élevés? De toutes les façons, je pourrais également aller vérifier dans les états financiers ici pour voir si les free cash flow en réalité sont moins élevés que les net income, parce qu'il faut faire attention aux agrégateurs, on peut avoir des informations qui sont totalement différentes. Ici, j'ai une information, là, j'ai une autre information. Ici, au niveau du ticker, j'ai une information contraire. Donc, faisons attention. Là, on doit toujours se rabattre au niveau des rapports financiers pour avoir l'idée générale ici. Mais dans tous les cas de figure, cette compagnie-ci au prix actuel, c'est pas très intéressant. Moi, je dirais, c'est une compagnie qui devrait vous intéresser aux alentours des 33 euros. D'accord? Aux alentours de 33 euros, vous savez que la valorisation prend déjà en considération la dette. Donc, s'il y a réduction de la dette, ça pourra faire monter ici la valeur de l'entreprise à long terme. OK?
Ça, c'est ce que je pense, d'accord? Mais maintenant, au niveau de la qualité de la compagnie, je peux voir ici que nous avons une compagnie qui est assez bien gérée en général, d'accord? Elle est assez bien gérée ici. So, ça pourrait être intéressant d'approfondir ici vos connaissances par rapport à la compagnie. Donc, pour ceux qui sont là pour le dividende, sachez que le dividende ici, il est safe, d'accord? Il est assez safe en date d'aujourd'hui. Il y a de fortes chances qu'il continue à augmenter s'il a l'habitude d'augmenter ici. Mais bon, je vois également ici que c'est une entreprise qui n'a pas la culture d'augmentation de dividendes ici. Donc, c'est pas très stable en même temps. Donc, parfois on verse, parfois on réduit. Ça dépend du moment. Donc, je n'aime pas trop ça pour ce que... Si vous avez une stratégie basée sur les dividendes, il faut faire attention par rapport à ça. Du genre, dites-vous que, OK, techniquement, vu que ça monte, ça descend, quelle est la moyenne qu'on me donne ici, au moins sur les 5 dernières années, au moins je m'attendrai à ça. Donc, sur les 20 dernières années, vous avez une moyenne de 1,24 € par action. Donc, si on me donne ici 1,24 € par action par rapport à la capitalisation, par rapport au prix actuel qui est de 46 €, j'arrondis, divisé par 46 €, donc 1,24 divisé par 46 €, ça me donne ici un rendement de 2,69%. Donc, je m'attendrais, si on le coupe à 2,69% par là, mais si on réussit à l'acheter aux alentours de 33 € par là, 30 €, d'accord, admettons que monsieur le marché nous donne un prix intéressant, donc ça pourrait nous donner à peu près un rendement de 3,75%, ce qui n'est pas mauvais. Après, si on maintient le dividende actuel, qui est à 1,60 et qu'on le maintient à long terme, ça pourrait nous donner un rendement de 4,84%. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que l'entreprise est très, très surévaluée. Non, pas du tout. En fait, le prix actuel n'est pas intéressant quand on prend en considération la dette de leur compagnie. OK? Le prix actuel n'est pas intéressant quand on prend en considération la dette de la compagnie. OK? Mais si on ne prenait pas en considération la dette de la compagnie, on aurait quelque chose d'intéressant ici aujourd'hui. Donc, n'oubliez jamais la dette ici. So, moi, je vous dirais, voilà, ce n'est que mon avis. Je peux également me tromper, mais ça reste une société assez bien gérée. Maintenant, à vous de voir, avant de prendre une décision d'investissement ou quoi que ce soit, allez lire vos rapports financiers et toujours comparer l'investissement actuel par rapport à ce qui se pourrait, par rapport à ce qu'on pourrait vous proposer sur le marché actuellement. OK? Donc, c'est une belle petite compagnie, d'accord, voilà, qu'on pourrait bien garder en observation. Mais au prix actuel, on se dira que bon, on va essayer d'être un tout petit peu plus patient que ça, même si le prix actuel est intéressant sans la dette. Mais voilà, faites toujours attention à la dette parce que tôt ou tard, ça revient toujours vers nous. Surtout que quand je vous ai montré tout à l'heure, la dette nette, quand on prend en considération maintenant la dépense en capital, donc en enlevant le capital expenditure, vous voyez que la dette nette est de 6,2 fois. Actuellement, on ne badine pas avec la dette. On veut une dette nette, même en prenant en considération le capital expenditure, inférieur à 6,2 fois. Inférieur à 5 plutôt. OK? Donc, avec les net income qu'elle rapporte ici à peu près 90 millions, elle a une dette de à peu près 900 millions. Donc, il va lui falloir 10 ans pour payer la dette actuellement. Mais rappelez-vous qu'elle distribue déjà un dividende ici. Donc, le dividende ici en lui-même prend à peu près 30%, 30 millions ici dans le 90 millions. C'est-à-dire que si on paye juste le dividende, si on paye juste la dette ici avec le free cash flow restant, on va avoir à peu près 15 ans pour rembourser la dette au total. Ça ne prend pas en considération une éventuelle croissance ou quoi que ce soit. Comme d'habitude, je parle beaucoup. Je m'arrête là. J'essaie de donner le maximum d'informations possible. OK? Comment est-ce que je vois les chiffres ici? Donc, ça reste une belle compagnie, d'accord, qui serait intéressant de regarder en profondeur. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, ça ferait plaisir si vous vous abonnez, si vous êtes nouveau sur la chaîne, likez la vidéo, laissez un commentaire. Et on se dit à bientôt. Merci.